commencer. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent. Je remercie également le Conseil de l'ordre régional de la Riana pour nous donner cette opportunité de faire cette présentation et d'échanger avec vous, puisque ça va être l'échange, ça ne va pas être une formation académique. Au contraire, on va essayer que ça soit interactif pour que ça profite au maximum à tout le monde. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Hassan Dif. Je suis pharmacien comme vous. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, dans la promotion médicale et pharmaceutique. J'ai été délégué médical, j'ai été formateur dans des laboratoires, j'ai aussi été superviseur, directeur de vente dans plusieurs multinationales. En plus de ça, j'ai fait un MBA, j'ai fait un diplôme de communication internationale. Et récemment, ça fait quelques mois, je me suis lancé en freelance dans la formation et le conseil stratégique. J'ai développé donc des modules qui touchent toute la chaîne pharmaceutique, en commençant par l'officier, en passant par les grossistes répartiteurs et pour arriver à l'industrie pharmaceutique. Donc je propose aussi des modules de formation dans les techniques de vente, les communications, le marketing, mais aussi le management des forces de vente et des ressources humaines. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je viens de dire, ça va être un petit aperçu puisque cette formation de technique de vente devrait normalement s'étaler sur 2 jours avec des cas pratiques, avec un jeu de rôle, avec un vrai échange. On est un peu limité par le temps, donc on va essayer de voir rapidement les principaux sujets, les principaux thèmes, et j'espère que nous aurons l'occasion d'aller un peu plus dans les détails dans d'autres manifestations. Voilà. Alors, au programme, on va essayer de commencer par un petit rappel sur les mécanismes et les fondements de la communication. Et on va attaquer par la suite le module de vente à l'officier. J'ai choisi, il y a plusieurs techniques de vente, j'ai choisi une méthode très simple, c'est la méthode des 5 C, qui, j'estime, est la mieux adaptée au contexte officinal. Donc 5 C, c'est contacter, connaître, convaincre, conclure et consolider la vente. Voilà. Donc, on va tout d'abord commencer par le volet de la communication. Entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce qu'entend notre interlocuteur, ce qu'il écoute, il y a une différence entre entendre et écouter, comme vous le savez, ce qu'il comprend et ce qu'il retient. Est-ce que vous avez une idée sur le pourcentage du message qui sera retenu par notre interlocuteur? 1%. Combien? 1. 30. Combien? 30. Waouh! Ça aurait été horrible. 30 à 40%. Heureusement que c'est pas le cas. Heureusement que c'est un peu plus. 20%. 1, 5, 20, on n'est pas loin. 10, presque, on y est presque. On y est presque. 8%. Donc selon des statistiques qui ont été faites aux États-Unis, 8% du message passe et sera retenu par l'interlocuteur. C'est pourquoi il est très important de soigner au maximum notre communication, notre façon de faire, afin de garantir au mieux le passage de l'information. Voilà. Généralement, on distingue 3 niveaux de communication. La communication verbale, c'est les verbes, les phrases qu'on dit, ce qu'on dit en pratique. La communication non verbale, c'est principalement la gestuelle, le visage, les mimiques, etc. Et la communication paraverbale, c'est comment le dire, le comment. Voilà. On va commencer par la communication verbale. Bon exemple. Voilà. Ça date d'à peu près de 3-4 ans. J'ai tout fait, mais juste au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris ce que voulait dire Arbadat Dawda, malgré toutes les recherches que j'ai faites. Voilà. Alors,
Ceci, bien sûr, c'est une caricature, c'est juste pour vous dire que autant favoriser un bon échange, un meilleur échange, en soignant au maximum déjà le contenu de notre message. Donc, pour bien communiquer, la règle d'or basique, c'est d'éviter de trop dire. J'en dis moi, mais je le dis vous. Il faut essayer d'utiliser des phrases simples. Voilà, donc je disais que déjà, pour soigner la communication verbale, autant utiliser des phrases simples, autant utiliser des mots simples, faciles à comprendre, avoir une bonne articulation, un schéma clair, et aussi savoir conclure. Les phrases complexes sont peut-être très bien appréciées dans la littérature, mais certainement pas dans la communication. Qu'en est-il de la communication non verbale? Un exemple très simple. Le professeur dit l'élève est con. Ben. Alors, quelqu'un peut-il lire cette phrase? Ben, je vais désigner. Madame, pouvez-vous nous lire la phrase? Tel. Le professeur dit l'élève est con. D'accord? Qu'est-ce que vous avez compris? En général, L'élève est con, n'est-ce pas? D'accord. Ok. Alors maintenant, je vais vous demander de lire la troisième phrase. Le professeur dit l'élève est con. c'est le professeur qui est con. C'est le professeur Voilà. qui est con. Maintenant, c'est le professeur qui est devenu con. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est exactement la même phrase. Qu'est-ce qui a changé? La ponctuation. Nous avons la chance maintenant de pouvoir voir les virgules. Mais quand on communique, on n'a pas cette chance-là. Donc si notre interlocuteur ne précise pas qu'il y a effectivement une virgule ici et un point par là, on n'est pas sûr de pouvoir comprendre le vrai sens du message. Donc, voilà. Il y a aussi d'autres techniques très simples pour appuyer un message. Par exemple, lorsqu'on dit « ce produit est à 40% moins cher », c'est-à-dire insister sur la deuxième partie de la phrase, aura automatiquement comme effet d'attirer l'attention de notre interlocuteur sur l'importance de cette partie de la phrase. Par contre, passer rapidement la deuxième phrase veut dire que c'est insignifiant. Là aussi, le fait d'allonger, d'insister, de changer le ton de la voix attire certainement l'attention de notre interlocuteur. C'est pour ça qu'il faut bien insister sur le comment de la chose. Comme on a dit, ne pas oublier de marquer les silences pour laisser l'interlocuteur assimiler, mais surtout pour lui montrer qu'il y a un point, une virgule, etc. Voilà. Donc, maintenant, on va passer rapidement à une deuxième vidéo qui résume un peu l'intérêt de la communication non verbale.
Alors, tout ça, c'était juste pour dire que on peut même communiquer sans parler. C'est-à-dire notre posture, notre langage corporel, la gestuelle, comment on dit, le sourire, etc., reflète des messages. Et donc, il est très important de faire attention à ce que nous faisons en communiquant. Parce que, comme on l'a vu, même la posture, même le fait de croiser ou d'ouvrir les bras, comment s'asseoir, faire des petits gestes de cette façon-là, vont passer des messages intentionnels, si j'ose dire, à notre interlocuteur. Alors, il y a plusieurs exemples du non-verbal plutôt. Donc ici, on peut voir, pour moi, les meilleurs communicateurs sont ces petits-enfants qui sont capables, sans dire un mot, de faire passer des messages. Et cela m'emmène directement au concept de l'écoute active, qui est défini comme étant le fait d'écouter une personne sans porter de jugement et l'aider à exprimer ce qu'elle veut vraiment dire. Quand je dis écoute active, ça implique l'écoute des mots, des phrases, du ton de la voix, mais aussi le fait d'être attentif aux signes verbaux, aux signes d'ouverture ou de fermeture, de suspicion de notre interlocuteur. Surtout, essayez de ne pas et de ne jamais interrompre votre interlocuteur. Laissez-le vider son sac. Être empathique. C'est une excellente transition. Vous m'avez facilité la vie. Donc, vous arrivez maintenant à la technique de vente que nous allons voir, les 5 étapes de la vente, les 5 C. Contacter dans le contexte officinal va être l'accueil à l'officine. Connaître, c'est pour cerner les besoins. Convaincre, c'est pour présenter le produit avec ses avantages. Conclure la vente et consolider la vente par la suite. On va commencer donc par le premier volet, à savoir l'accueil à l'officine. Tout d'abord, j'ai besoin de votre aide. On doit se mettre d'accord sur l'appellation de la personne qui rentre dans l'officine. Selon vous, s'agit-il d'un client, d'un patient ou d'un patient-client? Alors, je vais vous demander de voter à main levée. Qui est pour un client? 2, 3, 5, 6, ok. Qui est pour patient? Un peu moins. D'accord? Qui est pour patient-client? Wow, la majorité. Super. Donc à partir de maintenant, on va se mettre d'accord sur l'appellation de cette personne-là. On va l'appeler le patient-client. Très bien. Donc, selon vous, que cherche, ou plutôt, pourquoi on rentre dans une officine? Ce patient-client, pourquoi il rentre dans une officine? Il a besoin de quelque chose. Pour un service. Oui. Oui. Quoi d'autre? Se procurer un médicament. Tout à fait. Pour satisfaire un besoin. Parfait. Oui. Prendre un conseil. Excellent. Pour s'orienter. Très bien. N'oubliez pas, généralement, on rentre dans une officine parce qu'on est malade, parce qu'on souffre, parce que nous avons un parent malade qui souffre, parce que nous sommes là pour chercher un conseil, pour chercher à se prévenir, pour lever des inquiétudes, etc. Donc, quel que soit le motif, cette personne-là a besoin de votre empathie, n'est-ce pas? Elle a besoin d'être réconfortée. Elle a besoin de votre soutien. Elle a besoin d'être mise en confiance. Elle a besoin de se sentir en sécurité, dans un endroit sécurisant. Elle a besoin de trouver des professionnels crédibles qui sont là pour l'aider à trouver la bonne solution. Orienté, être orienté. Tout à fait. Donc, Kimakolto, c'est un client qui cherche à satisfaire un besoin. C'est l'idéal. Mais parfois, le patient-client ne sait même pas ce qu'il veut. Il est juste là et c'est à vous de trouver la solution. Il s'est adressé à un professionnel tout en étant convaincu qu'il va trouver la solution. Donc, la première chose, c'est de bien accueillir notre patient-client. C'est pour ça qu'on parle d'une attitude d'accueil ou d'accueil-attitude.
avec sept principaux volets. On commence bien sûr par le bonjour, mais le bonjour, encore une fois, on tombe dans le non-verbal, le paraverbal. Comment le dire? Ne pas oublier ce sourire. Même si tout à l'heure, une consoeur m'a dit « Oui, mais après 8 heures de travail, c'est pas évident. » Je suis d'accord. Mais n'oubliez pas une chose. Ce n'est pas de sa faute s'il rentre à 18 heures. Encore une fois, il est là pour trouver une solution. Donc c'est à vous de vous adapter. Ce n'est pas à lui d'assumer la fatigue de toute la journée. Accueillir veut dire aussi avec une bonne posture. On dit dans notre langage courant, j'ai été accueilli à bras ouverts. Bien sûr, je ne vais pas vous demander d'accueillir à bras ouverts chaque personne qui rentre dans votre officine. Mais rappelez-vous de la vidéo, je parle de la façon. Rien qu'avoir une posture d'ouverture veut dire à bras ouverts. Il y a une différence entre accueillir un patient avec un sourire, avec des bras ouverts, et de l'accueillir avec un bonjour comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. Ne pas oublier aussi le look, la coiffure, le style vestimentaire, sans rentrer dans les considérations subjectives personnelles. N'oubliez pas que nous sommes des professionnels. Et donc, ce patient client qui rentre, il cherche à rencontrer des professionnels. Est-ce que vous acceptez, par exemple, d'entrer dans une banque et de trouver un employé avec un short ou, je ne sais pas, avec une casquette, etc. Donc, si les grandes entreprises ont adopté un style vestimentaire, c'est parce qu'il est important de donner d'emblée une première bonne impression qui va influencer l'attitude de notre patient client par la suite. Ça n'a pas changé? Comment? Ça n'a pas changé? C'est-à-dire? C'est-à-dire le look. Oui. On n'exige pas un nouveau look plus jeune, plus vert, non? Costume cravate. C'est impératif, même en été. Voilà, voilà. Parce que généralement, on cherche toujours à refléter une bonne impression dès le départ. Et en pharmacie, il n'y a pas de problème, on a la blouse blanche tout le monde. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr que tout le personnel porte la blouse blanche? Oui, mais... Ben, je vous félicite. Personnellement, j'ai visité des officines. Même le pharmacien, il porte la blouse blanche. Je vous félicite. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous êtes bien placé pour le savoir. Alors, sans m'attarder sur ce point-là, j'arrive à l'autre point qui est le point de vente, l'agencement du point de vente. On va de plus en plus, dans toutes les nouvelles études, vers le concept de confidentialité. Voilà. Je sais qu'en pratique, ce n'est pas toujours évident. Mais essayons au maximum d'offrir cet espace de confidentialité pour, n'oubliez pas, répondre aux besoins de certaines personnes qui cherchent la sécurité. Là, je comprends qu'il y a beaucoup de contraintes, mais essayons de trouver, voilà, ne serait-ce qu'un mètre. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut espacer un peu les comptoirs, il y a quelques techniques. Mais la notion de l'espace de confidentialité est devenue de plus en plus importante. Surtout lorsqu'on parle de la place du pharmacien dans le conseil, mais aussi on parle de plus en plus du pharmacien clinicien, on parle de plus en plus du pharmacien qui va accompagner son malade chronique, etc. Cela nécessite obligatoirement un espace de confidentialité. Il y a aussi le mental, vous avez parlé d'empathie, effectivement, la mise en confiance, la sécurité, se présenter. Bien sûr, on n'est pas obligé de se présenter à chaque personne, mais par exemple, il y a des techniques très simples. Le fait de porter un badge pour signifier que c'est le pharmacien principal, c'est le pharmacien assistant, tel préparateur est responsable du rayon cosmétique par exemple, etc. J'en passe. C'est très important d'aider le patient à s'orienter. Bien sûr, ne pas oublier de créer le lien en posant la question la plus simple: que puis-je pour vous ou comment je peux vous aider? Voilà, on va... En langage courant. Comment? En langage courant.
On va le voir. C'est très simple. Voilà. C'est très simple. Donc, après avoir abordé le premier volet, l'accueil, on arrive maintenant au deuxième volet, le deuxième cycle, le connaître. Comment connaître et cerner le besoin? Ben, simplement en posant des questions. Il y a plusieurs types de questions, mais les plus connus sont les questions ouvertes, les questions fermées et les questions suggestives. Quelqu'un parmi vous peut nous éclaircir? Oui, peut-être. Les questions fermées. Questions ouvertes, par exemple. Ce que veut dire une question fermée. ouverte. Fermée, allez-y. C'est des réponses par oui ou non. Tout à fait, excellent. Donc c'est yes or no question. Et de façon plus large, c'est des questions directes avec une seule réponse. Oui ou non. Ou plutôt, quel est votre nom? Une seule réponse. Quelle heure est-il? Les 4 heures, etc. Qu'en est-il des questions ouvertes maintenant? C'est pour faire parler. Tout à fait. Les Les questions ouvertes par principe sont les questions qui incitent l'interlocuteur à développer. Et donc, en disant par exemple pourquoi vous avez fait ça, on ne peut pas dire parce que point. On doit développer. Lorsqu'on dit par exemple qu'est-ce que vous ressentez, on est obligé de développer, etc. Qu'en est-il des questions suggestives? Oui, mais encore mieux. Il faut passer un message. Oui, oui. C'est inductif, ça induit une réponse. Voilà, effectivement. Les questions suggestives, d'une façon plus large, sont les questions dans le conditionnel, si j'ose dire. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes dans telle situation, comment vous allez réagir? Par exemple, je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous allez faire à 85 ans? Je sais que vous êtes encore jeune, mais supposons que donc, je vais essayer de vous placer dans une situation particulière et demander une réponse en conséquence, en rapport avec ça. Si jamais vous êtes dans cette situation. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc toutes les questions, quel que soit leur type, doivent être brèves, claires et pertinentes. Comment cerner le besoin? Donc je reviens à votre question. Commençons par une question ouverte, puis alterner en fonction du style de personnalité. Que puis-je pour vous? Comment je peux vous aider? etc. Une autre étape très importante pour bien cerner les besoins, c'est la reformulation. Rappelez-vous du chiffre 8%. Donc, à partir du moment où on est conscient qu'on retient uniquement 8% du message, autant essayer de nous assurer que ce que nous avons compris correspond parfaitement à ce qu'a voulu dire notre patient client. Donc, la façon la plus simple pour vérifier ça, c'est de lui poser la question. Si j'ai bien compris, vous voulez dire ça et ça et ça. Ceci est très important, par exemple, pour l'interrogatoire. Lorsqu'un patient vient vous dire « j'ai mal ici, j'ai mal par là, papa ». Voilà. Donc la meilleure chose, c'est de dire, donc si j'ai bien compris, vous avez des maux de tête plus une fièvre. Oui, c'est exactement ça. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Quelle que soit la réponse, on peut ainsi cerner avec plus de précision le vrai besoin et le vrai sens du message voulu. Il y a plusieurs donc, techniques pour préciser certains détails, pour prendre les points d'appui, pour orienter le dialogue, faire le bilan, etc. Donc, en somme, en résumé, si j'ai bien compris, en d'autres termes, pour vous, ce qui est important ou essentiel, c'est ça, etc. Voilà. Et, bien sûr, pour bien connaître le message voulu, il est important d'essayer de cerner le style de personnalité de notre patient. Pour cela, nous allons faire appel à la méthode DISC. C'est une méthode de psychologie qui a été développée par le professeur William Moton en 1930. Il s'agit en fait d'une analyse du comportement qui nous permet d'agir avec plus d'efficacité. Alors, selon donc, cette analyse-là, toutes nos actions, qu'elles soient physiques ou verbales, sont en rapport avec des attitudes, elles-mêmes en rapport avec des motivations profondes,
qui sont les conclusions plutôt, ou l'interprétation de certains besoins psychologiques fondamentaux. Et donc, selon le professeur Newton, on définit 6 besoins psychologiques fondamentaux. Ça ressemble un peu à la pyramide de Maslow, mais ce n'est pas exactement ça. C'est un peu plus développé, un peu plus approfondi. Donc, on distingue le pouvoir, l'accomplissement, la reconnaissance, l'appartenance, la sécurité et l'ordre. Nous avons tous ces besoins-là à des degrés différents. Et ces degrés-là vont définir notre style de personnalité. Donc, on va retrouver en ordre ces différents besoins psychologiques pour nous aider à mieux identifier le style de personnalité. Notre chercheur a trouvé 2 critères principaux. La notion de pouvoir sur les autres, ou l'autorité, et la notion de pouvoir sur soi. Donc, on va essayer de tracer ce graphe-là avec 2 flèches, l'une pour indiquer l'autocontrôle et l'autre pour indiquer le pouvoir sur les autres. En répondant à ces 2 questions, nous pouvons déjà classer la personne dans tel ou tel ordre. Ainsi, nous allons trouver des personnes qui cherchent d'avoir un pouvoir sur les autres et d'autres qui vont plutôt chercher le pouvoir sur soi-même. Voilà. Alors, en pratique, les personnes qui ont la capacité de s'autocontrôler, fort autocontrôle, avec un faible pouvoir sur les autres, vont être dans la catégorie du style bleu, le style bleu de personnalité. Généralement, il s'agit de personnes qui cherchent avant tout l'ordre, accessoirement la sécurité. Les personnes qui sont plutôt intéressées par l'autocontrôle et le pouvoir sur les autres, on va les appeler les personnes rouges, le style rouge. Le style rouge, par définition, cherche avant tout le pouvoir, mais aussi l'accomplissement et l'ordre accessoirement. Les personnes qui ont un faible pouvoir d'autocontrôle et un bon pouvoir de contrôle sur les autres, ou d'autorité, sont les personnes jaunes qui cherchent avant tout la reconnaissance. Ces personnes-là cherchent à être reconnues dans la société ou dans un groupe d'individus. Par exemple. Et on va terminer avec la 4e catégorie, le style vert. Ce sont des personnes qui ont un faible autocontrôle et un faible pouvoir sur les autres. Ce sont des personnes qui cherchent avant tout l'appartenance et la sécurité. Pourquoi pas? Alors, donc, pour vous aider à mémoriser, vous avez toutes les notions devant vous, ici et dans l'autre papier. Voilà. Oui? Ça va? Vous avez ça? Alors, en pratique. Très bien. En pratique, on va essayer de voir ensemble les particularités de chaque style de personnalité. Alors, on va commencer par le rouge. Déjà, voici une caricature du rouge. Donc, je vous rappelle que les besoins fondamentaux du rouge sont le pouvoir, l'accomplissement et l'ordre. Les forces du rouge vont être le fait de prendre les choses en main. Ce sont des personnes actives, indépendantes, orientées résultats. Le fameux slogan « La fin justifie les moyens ». Ça, c'est du rouge. Le rouge, généralement, est sûr de lui. Il se concentre sur les tâches. Il s'en fout des personnes. Les faiblesses du rouge, impatient. C'est quelqu'un qui cherche toujours à dominer. Il est un peu distant, exigeant, voire agressif quand il est contrarié. Il est directement dans l'attaque.
Maintenant, comment allons-nous faire avec le rouge? Pour ceux qui ont des questions, le rouge répond aux questions fermées, puisque c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc il est capable de dire oui ou non. Il est capable de répondre avec précision. Il tolère les questions ouvertes lorsqu'elles sont logiques, mais il déteste les questions suggestives. Demandez à un rouge, alors si demain vous serez apparenté à ça, non monsieur, je ne suis pas intéressé. Voilà. Comment allons-nous faire pour convaincre un rouge? Avec un rouge, ben c'est très simple. Droit au but. Pour aller droit au but, lui présenter les différents produits, par exemple, qui répondent à ses besoins, en lui expliquant les avantages et les particularités de chacun de ces produits. Il ne faut surtout pas essayer de le conseiller. Il faut plutôt lui proposer les différentes alternatives, les principaux avantages, et c'est à lui de prendre la décision. N'essayez pas de l'inciter à prendre une décision. Le rouge déteste ça. Il veut toujours dominer, et donc il sait ce qu'il veut, il est capable de prendre la décision lui-même. Qu'en est-il du bleu? Alors, je vous rappelle les besoins fondamentaux du bleu. Il cherche l'ordre et la sécurité. Ses forces sont un grand pouvoir d'autocontrôle. Un bleu se contrôle parfaitement. Il est très précis, ordonné. Il pose des questions réfléchies. Il a l'esprit analytique et se concentre sur les tâches. Les faiblesses, généralement, il s'agit de personnes fermées, distantes, difficiles à cerner, voire prétentieuses. Pourquoi? Un bleu, par exemple, il va faire une recherche sur Internet avant de venir demander conseil. Par la suite, il va essayer de vous tester. Parce qu'il cherche la sécurité, il va essayer de vous tester. Voilà, pour pouvoir, en quelque sorte, suivre vos conseils. Le bleu répond aux questions ouvertes et tolère les questions fermées. Encore une fois, il n'apprécie pas les questions suggestives. C'est quelqu'un d'analytique. Il veut des chiffres, il veut du concret. Il ne veut pas de supposant que... Non, non, non. On n'a pas besoin de ça avec le bleu. Donc, avec le bleu, il faut identifier avec le maximum de précision le besoin. Quelle molécule, quel dosage, quelle forme galénique. Et baser notre argumentation sur des preuves cartésiennes. Des chiffres, des AMM, des effets indésirables, etc. Par exemple, venir avec un bleu parler de telle marque, ça ne l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est du concret, c'est du chiffre. Voilà, c'est l'efficacité prouvée. Et surtout, ne pas oublier de rappeler les précautions d'emploi, les effets secondaires et les contre-indications. Pourquoi? Parce que comme nous avons dit, le bleu, c'est quelqu'un qui va lire le prospectus avant de prendre son médicament. S'il va découvrir des choses importantes qui n'ont pas été dites par le pharmacien, il y a un petit problème, il y a une rupture de confiance. Donc, pour réussir à gagner la confiance du bleu, il faut aller vraiment dans les détails. Qu'en est-il du vert? Quels sont les besoins fondamentaux du vert? Je vous rappelle, ce sont l'appartenance, la sécurité et la reconnaissance. Donc un vert, c'est quelqu'un qui cherche toujours des personnes qui lui ressemblent pour s'identifier. Le vert, c'est quelqu'un qui déteste être seul. Il veut toujours être bien entouré par des personnes proches pour se sentir en sécurité. Donc, généralement, les verts sont détendus, ils sont patients, ils sont toujours à l'écoute, aimables, ils ont plein d'amis, ils sont toujours dans le conseil, ils sont prêts à écouter leurs amis, leurs problèmes, etc. Ce sont des personnes compréhensives, orientées, relationnelles. Les faiblesses du vert vont être fragiles, indécis et quelqu'un qui ne peut pas dire non. Retenez bien ce terme-là, indécis. Le vert est quelqu'un qui peut passer 30 minutes à choisir entre deux produits. Voilà.
Et donc, il faut vraiment l'aider, le pousser à prendre des décisions. Le vert, par contre, puisqu'il s'agit d'une personne ouverte, n'a pas de problème avec les questions. Il répond aux questions ouvertes et aux questions suggestives. Connaît-il des questions fermées? Pourquoi? Parce qu'il a décidé. Tout à fait. Le vert ne peut pas prendre de décision. Et donc, lui dire oui ou non, c'est une façon de l'offenser. Autant lui suggérer une réponse. Donc, comment faire avec le vert? Avec le vert, il faut plutôt mettre en avant les expériences personnelles. Un vert, par exemple, sera facilement convaincu si vous allez lui dire que j'utilise moi-même ce produit. Ah, paf. Ça, c'est vraiment une preuve, une garantie pour lui. Si le pharmacien utilise ces produits, c'est que c'est le bon. Je n'ai pas de problème. Alors, en fait, en pratique, avec le verre, on doit essayer de l'aider à se projeter dans l'expérience produit. Donc, on doit essayer de l'orienter au maximum en parlant des personnes qui ont l'habitude d'acheter ce produit. Par exemple, un verre qui vient chercher un écran, ben, c'est très simple de lui dire, écoutez, cet écran-là, toutes les personnes qui ont acheté cet écran sont très satisfaites. C'est bon, j'achète. Par contre, essayer de vendre un nouveau produit à un verre, ça ne marche pas vraiment. Ça marche plutôt avec notre style de personnalité, avec le jaune. Pourquoi? Rappelez-vous, les besoins psychologiques fondamentaux du jaune sont la reconnaissance, l'accomplissement et l'appartenance. Mais avant tout, la reconnaissance. Et donc, le jaune, c'est quelqu'un qui est spontané, qui est ouvert, qui marche au feeling. Il cherche toujours les résultats rapides. Il s'agit d'une personne dynamique, énergétique, extravertie, avec une forte personnalité et orientée relationnelle. Un jaune, par exemple, c'est quelqu'un qui arrive dans une soirée, il ne connaît personne, au bout d'un quart d'heure, il sera le centre d'intérêt. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de lancer des blagues. Voilà. Les faiblesses du jaune, il est insincère, à la limite trompeur, frimeur, il ne sait pas gérer le temps, parfois arrogant. Le jaune adore parler, il sait tout, donc il n'a pas de problème avec les questions. Au contraire, il suffit de lui poser une question. Il est parti pour 30 minutes. Donc, comment faire avec le jaune? Avec le jaune, essayons de découvrir ses habitudes, ne pas hésiter à le féliciter puisqu'il connaît tout, et à lui proposer toutes les nouveautés. Le jaune, c'est quelqu'un qui achète la dernière BM juste pour être reconnu. Si, si. Un jaune est capable de se ruiner pour acheter des vêtements. Je vois déjà quelques gens. Donc, par exemple, proposer le dernier écran à un jaune, jackpot. C'est bon, tout de suite. Avec le jaune, il faut toujours privilégier les produits nouveaux, qui sont à la mode, privilégier les grandes marques. Voilà. Vendre un générique à un jaune, c'est pas vraiment facile à faire. Plutôt, par contre, avec le jaune, n'oubliez pas la notion de trompeur, frimeur. Donc, faites attention, les jaunes peuvent être des mauvais pères. Donc, n'oubliez pas de trouver un compromis pour le paiement. C'est quelqu'un qui achète tout, mais à votre risque. Donc, en résumé, le style rouge, avec le style rouge, il faut être logique, ne pas perdre de temps, laisser la personne prendre la décision elle-même. Avec le style bleu, il faut être plutôt dans l'argumentation logique, basée sur des preuves scientifiques, des chiffres, etc. Avec le style vert, se préparer à passer beaucoup de temps et ne pas hésiter à l'aider pour prendre une décision. Ce sont des personnes indécises. Le jaune, ben, vendre un produit à jaune, c'est chose facile, mais par contre, trouver un commun accord pour le paiement,
c'est pas la chose la plus facile à faire. Voilà. Ça marche. Oui. Comment reconnaître ces styles, en fait, de la personne qui est en face de toi? Voilà, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors, généralement, bon, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de travail. C'est pour cette raison que, quand j'ai démarré la séance, j'ai dit que, normalement, cette formation nécessite 2 jours. Pourquoi? Parce que nous devons passer beaucoup plus de temps à faire des exercices, des jeux de rôle, pour être capable de bien cerner le style de personnalité. Voilà. Maintenant, j'ai essayé de simplifier les choses avec les caricatures, avec des choses simples. Donc pour moi, la meilleure chose, c'est d'utiliser cette méthode-là et de poser la question, qu'en est-il du besoin d'autocontrôle et du besoin du pouvoir sur les autres? Par exemple, si c'est une personne qui cherche toujours à contrôler tout, ça doit être plutôt du rouge ou du jaune. Faire la différence entre un rouge et un jaune. Un jaune, c'est une personne qui parle trop, pour rien dire à la limite, alors qu'avec le rouge, c'est plutôt des personnes précises, sûres d'elles-mêmes, et effectivement, ce sont des personnes qui se documentent et qui ne préfèrent pas lancer des informations erronées, contrairement aux gens. Par contre, avec le bleu et le vert, ce sont des personnes plutôt un peu distantes, dans le sens où ils ne cherchent pas à contrôler. Bien au contraire, le vert cherche des personnes qui lui ressemblent, cherche de la bonne compagnie en quelque sorte, cherche des personnes qui vont l'aider à prendre les décisions, à comprendre le monde. Le bleu, c'est quelqu'un qui est très méfiant, qui ne donne pas sa confiance à n'importe qui et qui n'arrête pas de vous lancer des défis et des tests pour être sûr qu'il est face à un professionnel respectable. Comme je vous ai dit, un bleu généralement, il fait son étude, sa recherche sur Internet, il entre dans tous les forums avant de venir poser la question. Et qui est prêt à vous défier à chaque réponse. Voilà. Comment qualifier un type qui vient dès le début, donnez-moi un conseil. Oui. Un mot, une petite chose. Vous lui conseillez un produit X, Oui. vous lui expliquez, et puis on dit, donnez-moi les éléments. Donnez-moi l'autre. Je le fais comme un comédien. Alors, c'est marrant, on a un peu de produit. Ça m'a combattu avec l'un Déjà, il a déjà imité dans la comment le connaître? Bon, généralement c'est un rouge. C'est un rouge. Pourquoi? Parce qu'un rouge déteste. On lui propose une solution. Il sait ce qu'il veut. C'est lui qui a posé la question. Voilà. Mais si vous voulez en personne, vous testez. C'est ça. Mais à l'avance, vous voulez tel produit. Voilà. Donc la meilleure chose, c'est de lui poser, est-ce que vous avez déjà un produit en tête? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser un produit? Avec l'expérience, oui. Avec l'expérience, voilà, avec l'expérience, on peut poser quelques questions pour essayer de comprendre le style de personnalité. Ça nécessite un peu plus de temps pour aller dans les détails et voir ces réponses. Mais globalement, schématiquement, la façon la plus simple, c'est d'utiliser le diagramme. Alors, on arrive maintenant à la partie la plus importante, n'est-ce pas? Qui est la conclusion de la vente. Comment conclure une vente? Paiement cash ou crédit. Avec un jaune huile. Donc, quand est-ce qu'on doit conclure la vente? Selon vous?
Vous dites ce qu'il faut conclure là-bas. Avant de partir. Oui, le compromis. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de questions. Oui, par exemple. Après avoir estimé son écoute et son Évaluer. interrogatoire. D'accord? Trop convaincu. Très bien. Fais ça, plus convaincu. Par exemple. Sur son visage. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les signaux d'achat. Voilà. C'est un vrai défi. C'est un art de détecter les signaux d'achat. ولهنا باش تعاودوا l'importance de la vidéo اللي شفناها قبيله تاع les signes non verbaux. Parce que certaines personnes, notamment les rouges, sont capables de dire oui c'est bon j'achète. D'autres personnes ne sont pas capables, n'ont pas le courage de dire. C'est à nous soit de les aider, soit de conclure à leur place, soit simplement voilà, par exemple. Donc, je dirais, on peut conclure la vente à n'importe quel moment. Dès qu'on décède un signal d'achat. Par exemple, un rouge qui sait ce qu'il veut, on n'a même pas besoin de poser des questions, d'entrer dans des interrogatoires, etc. Il sait ce qu'il veut. Voilà. C'est au client de décider, directement ou indirectement. On va voir maintenant quelques exemples de signaux d'achat. Il y a aussi les signaux qui font partie du registre du non-verbal, le hochement de la tête. Un jaune à qui on présente la dernière crème anti-cerne, par exemple, ou anti-vieillissement, les yeux qui brillent directement. Un bleu, par exemple, après avoir eu l'explication nécessaire, prend le produit, ouvre la boîte pour s'assurer de la forme galinique, pour lire le prospectus, etc. C'est bon. Donc, il a adhéré à votre argumentation et il se projette déjà dans l'expérience produit. Donc, il cherche juste les détails pour se rassurer et les détails d'utilisation. Il y a aussi les signes verbaux, simplement les questions de détail. Donc, je peux en donner à mon mari aussi. Ça veut dire quoi? C'est bon pour moi, mais juste une option, mais c'est bon. Des questions sur la posologie. Il faut prendre le produit le matin ou le soir. Donc c'est bon, Adine à l'étape, tu es allé chez le Wallet, fais je stamble, voilà, c'est bon, j'ai acheté. Ça ne sert à rien, je n'arrive le produit, ça y est, donc fais je stamble, il a acheté. Donc ça ne sert à rien de perdre notre temps. Voilà. Qu'en est-il avec le silence? Rappelez-vous que les vers, par exemple, sont par principe indécis. Et donc un verbe est capable de passer 5 minutes à hésiter entre deux produits. Vous avez deux choix. Soit rompre le silence et l'inviter à conclure la vente, soit passer 45 minutes à l'attendre. Voilà. Voir même une bonne question. Voir même une bonne question. Il va pas conclure la vente, ça part. Il va pas revenir. Voilà. Avec le verbe, généralement, le verbe c'est quelqu'un, désolé, tout le caisse. C'est bon, monsieur, c'est le produit qu'il vous faut, ça coûte tant. Avec le jaune, la question cruciale, c'est la négociation, notamment les modalités de paiement, les remises, etc. Paiement, c'est tout le chèque. Voilà. Rassurez-vous juste qu'il s'agit de chèque avec provision. Le premier chèque. Parce que le jaune, j'adore le feeling. C'est bon, j'achète. On va faire d'abord. Pas de remise en pharmacie. Alors, j'ai pas dit qu'il faut donner une remise. Parce que j'ai dit. Vous, il me demander. Ils osent tout.
فما شكون يحشي قولهاش Voilà. Donc, après avoir conclu la vente, on arrive à la dernière étape. La dernière étape qui est la prise de congé ou comment consolider la vente. Nous avons vu tout à l'heure que il est très important de faire une bonne première impression. On va conclure en disant qu'il est très important de laisser une excellente dernière impression. Voilà, parce qu'on est aujourd'hui dans la fidélisation des clients. Voilà. Les clients qui ont obligé de faire il a fait une bonne affaire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut le fidéliser. Il ne faut pas qu'il sent qu'il a été arnaqué, par exemple. Pourquoi il faut soigner cette étape? Parce que rassurer le client, c'est le meilleur moyen de le fidéliser et de l'inciter à revenir. En pratique, il faut toujours féliciter pour le choix. Donc, en quelque sorte, rassurez vous, monsieur, vous avez fait un excellent choix. Félicitations. Les vendeurs dans les grandes surfaces ou dans les boutiques utilisent souvent cette méthode. Même si c'est pas vrai. Ne pas oublier les conseils associés, notamment avec les bleus. Le bleu, il doit être sûr de tous les détails. Rappelez-vous les précautions d'emploi, comment utiliser le produit, etc. Parce que directement, il va rentrer chez lui, il va commencer à lire prospectus, voir être sur Internet du show Vidal, etc. Voilà. Par exemple, donner de l'aspirine à un bleu sans préciser qu'il faut un pansement gastrique, surtout si vous avez eu auparavant des maux de l'estomac, c'est un risque énorme. Parce que un jaune, par exemple, adore les cadeaux. Mais aussi, c'est la meilleure façon de susciter l'intérêt. Voilà. Les millionnaires, les champions. T'as l'écran, je dis, t'as un crème, les détails, chez Khalil. Par contre, autant il faut soigner cette étape-là, autant il faut éviter le bavardage inutile. N'oubliez pas que bavarder avec un jaune ou un vert peut prendre 2 heures de temps. Par contre, Thomas, vous avez un temps qui doit être consacré aux autres patients clients. Et voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, allez-y. De la parapharmacie notamment. Tout à fait. Vous faites J'ai un ces module ateliers dédié aux préparateurs, notamment ceux spécialisés dans le conseil, dans la cosméto, etc. Oui. Même si on est un modèle de Toute la question de procédure. Allez, il suffit par exemple d'instaurer une façon de faire. Voici 2-3 questions types. Posez-les directement. Ça vous aide déjà à cerner un peu la personne. Enfin, il faut que ce soit automatique. C'est vrai que le marteau est conseil. Mais au bout de la 3e, 4e fois, on les change automatiquement. لا ما عنديش ولا تجي طلعت شكون ضيعوا اللي هو يخمم في حاجه اخرى. Par exemple, je peux même proposer autre chose. Je produit, ok? Est-ce que je peux savoir c'est quoi? Mais avec un verre, ça va.